Sur ce qui est des élections en Turquie. Alors Erdogan effectivement a subi des défaites. Les défaites en fait sont liées à plusieurs choses. La première chose, c'est que le HDP, donc le parti entre guillemets pro-kurde, mais qui réunit aussi des Turcs en Turquie, qui est l'opposition démocratique, qui fait entre 10 et 15% des voix aux élections législatives, présidentielles, etc. Ils ont retiré leur liste en fait des municipales dans l'ouest de la Turquie pour permettre à l'autre opposition, kémaliste, donc d'avoir l'avantage, parce que voilà, pour Istanbul et Ankara, parce que ils ont retiré en fait leur candidat. Alors pas parce que le problème, c'est que les kémalistes, ils ont mené la même politique, voire les pires même avant. C'est eux qui sont responsables, par exemple, du rasage de 4000 villages au Kurdistan turc. Enfin, un Kurdistan occupé par la Turquie, si on reprend la façon dont on voit les choses des Kurdes. Et le truc pour le HDP, c'était de se dire, voilà, on vaut mieux laisser le CHP qui est extrêmement agressif gagner, enfin le CHP, donc les kémalistes gagner, plutôt que Erdogan continue à engranger des victoires. Donc ils ont retiré les listes. Donc c'est grâce au CHP, qui est le principal parti kurde, parce que pour rappel, il y a 3 millions, enfin pour le dire, il y a 3 millions de Kurdes à Istanbul. Ça pèse gros sur les élections. Donc c'est grâce à eux que Erdogan aujourd'hui est en difficulté. Je pense que c'est important de le dire, en tout cas en grande partie. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il va à Ankara et Istanbul, qui est la ville d'Erdogan, dont il avait été élu en 94, si ma mémoire est bonne, qui était jusque-là aux mains des islamistes, depuis 94. Et là, il a perdu de peu à 25 000 voix au profit des kémalistes. Et là, il devient littéralement fou, il met vraiment en danger la cohésion des Turcs entre eux, parce que là, il veut refaire les élections, il veut empêcher les kémalistes de prendre la mairie. Et bon, comme le push de 2016, d'août 2016 l'a montré, la Turquie a des risques de guerre civile plus que grands. Donc, dans ce cadre-là, c'est une chose qui arrive dans la région. On va voir ce qu'il va faire, mais il risque que gros, notamment sur Istanbul, en prenant la mairie, en reprenant la mairie de force. Côté Kurdes, les Kurdes ont progressé dans certains endroits, comme à Kars. Ils ont perdu dans d'autres, comme à Sirnak, mais Sirnak c'est très simple. C'est que la ville a été rasée par l'armée turque, c'est une des villes donc j'ai cité tout à l'heure, et à Sirnak, ils ont mis des casernes militaires qui sont les derniers habitants de la ville et qui ont voté. Bon, ça c'est les rares victoires que peut enregistrer Erdogan, c'est dans ces conditions-là. Mais tout le reste, en fait, toutes les mairies ont été confirmées. Et ils ont même progressé dans certains endroits, le HDP, le parti pro-kurde. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'Erdogan, et ça s'est passé inaperçu, avait placé des administrateurs à la place de ces maires du HDP pour administrer les villes contre eux. Voilà. Et aux élections, là, ils viennent déclarer, eh ben, en fait, on va continuer à faire pareil, on va mettre des administrateurs. Et il y a toujours, la plupart des villes kurdes n'ont toujours pas été reconnues, leur victoire, alors qu'elle est éclatante la plupart du temps, n'ont toujours pas été reconnues dans leur victoire électorale, le conseil électoral. On peut voir ce qu'il va faire aussi ce côté-là, mais ils risquent de remettre des administrateurs à la place, alors qu'ils ont regagné démocratiquement, quoi. C'est quand même complètement dingue. Et malgré une fraude absolument atroce en Turquie, qui depuis quelques années sévit, alors on ne sait pas exactement combien ça représente de voix, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, très probablement, donc ce qui pèse sur un scrutin. Voilà, donc c'est important voilà, de parler de ça. Et ensuite, le HDP applique également, c'est un peu le parti frère du PYD, du Parti de l'Union démocratique en Syrie, qui applique un des principaux partis politiques du Rojava, qui aujourd'hui défend le Congrès démocratique. Le HDP aussi défend le Congrès démocratique. Il défend également voilà, le même projet. Et il avait commencé au niveau local à essayer de faire un système d'assemblée. Voilà. Et tout ça a été balayé par la Turquie en les écrasant militairement. Moi, je voulais revenir un peu sur l'historique de ce qui s'est passé à Châtillon, parce que je me suis quand même posé des questions. Notre gouvernement actuel ne cesse d'instrumentaliser l'islam, notamment pour modifier la loi de 1905. Et puis alors, paradoxalement,
le préfet, parce que je reste convaincue quand même que les gendarmes n'ont pas parlé en l'air, qu'il y avait, il y a eu un coup de fil du préfet, hein, et on nous a suffisamment menacés pour faire en sorte que cette conférence n'ait pas lieu. Donc c'est paradoxal parce que donc l'islam, on veut modifier cette loi de 1905, et puis à la fois on nous dit vous êtes les méchants, c'est vous qui troublez l'ordre public, en allez-vous. Hein. Et je pense que c'est pas un hasard, et puis que ce soit la libre pensée. Voilà. Alors, oui, effectivement, en fait, tout le problème dans cette histoire, c'est qu'en France, il y a une atmosphère quand même assez négative envers la population musulmane. Bon, je pense qu'on peut dire ça. Dans le même temps, effectivement, le problème, c'est que il y a quand même une chose à dire dans ce cas-là, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, quand même, hein. Et elle a un vieux réseau diplomatique en France. C'est-à-dire que, pour vous résumer un peu les oppositions ministérielles, c'est que le ministère de la Défense il est complètement pro-kurde, enfin complètement non, mais plutôt pro-kurde. En disant le Rojava c'est un bon plan et tout. Il y a le ministère des Affaires étrangères qui dit non mais la Turquie c'est quand même nos alliés depuis 50 ans. Bon, donc en fait il y a une division, hein, mais il y en a pas mal comme ça dans l'appareil d'État. Il y avait même eu à un moment donné une espèce de déclaration publique d'anciens diplomates qui s'appelait le Club des 20, qui disait voilà, alors avec des gens, des sommités hein, de la diplomatie, qui expliquaient que voilà, bon les Kurdes c'est sympa, mais il va falloir les lâcher quoi. Hein. On a des intérêts économiques avec la Turquie quand même, quoi. Il faut pas l'oublier. Donc en fait il y a ça en lame de fond. Des accords. Et en même temps, je pense que le problème aussi qu'il y a dans ce cadre-là, c'est que les préfets ou les forces de l'ordre sont pas non plus hyper informés du sujet. Je veux dire, bon, si vous venez à la conférence, je pense que c'est pour vous informer de ces choses-là. Et que donc ils réagissent un peu comme avec tous les mouvements sociaux en ce moment, quoi. Pour faire court, ça se fait dans une atmosphère où en France on a des difficultés, voilà, pour la liberté de manifester, par exemple, de plus en plus. Donc c'est un peu dans cette atmosphère-là aussi que ça se fait, quoi. C'est-à-dire que je pense que bon, quand même, il y a un des gendarmes qui me fait quand il me fait la réflexion, voilà, la liberté de penser, c'est bien pour ce soir, c'est bien, mais pas pour ce soir. Bon, celle-là, elle était quand même bien osée. D'ailleurs, il y a mon ouais, il y a Jean-Michel à côté qui avait éclaté de rire, mais un rire jaune quand il a entendu ça. Mais c'était, c'est quand même chaud, quoi. C'est-à-dire, bon, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais si les gens viennent pas vous emmerder. Et en fait, indirectement, ils avaient le même objectif, pas exactement pour les mamans, ils avaient le même objectif que les Turcs, quoi. On va pas s'emmerder avec ces laïcs là. Bon, donc c'est un peu dans cette ambiance-là, un peu difficile. En France, je pense que ça se fait, voilà, et c'est important de comprendre, c'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, le gendarme nous a fait une réflexion. Je lui dis, mais c'est une ingérence d'un État étranger, votre truc. Là, ils viennent de faire la loi en France. Puis il me dit, ouais, des ingérences, on a tous les week-ends. Et j'ai compris qu'il parlait des gilets jaunes, quoi. Bon, donc voilà, donc dans sa tête, tout ce qui est un mouvement, voilà, dans sa tête, j'ai l'impression que tout ce qui est un mouvement social qui ressemble de près ou de loin, il avait un problème, quoi, le gendarme. Voilà, et donc donc en fait, on était rendu responsable des troubles à l'ordre public, alors qu'en fait, nous, on exerçait juste nos droits à s'informer, la liberté d'expression, etc., la liberté de penser, qui est pour tous les soirs de la semaine. Donc, c'est un peu cette ambiance-là, je pense, en France, qui est là, un climat
un peu délétère général, hélas, hein, à tous les niveaux. Donc c'est lié à mon avis à ces choses-là, parce que je pense pas que le gendarme en question il comprenne grand-chose à tout ça. Et quelque part, ça se voit à ses déclarations, quoi. Il mélangeait tout. Donc c'est aussi ça. Moi je pense que surtout que les autorités françaises devraient avertir leurs préfets que les Turcs ils jouent à un jeu dangereux, parce que c'est pas la première fois. Ils ont déjà assassiné, comme j'ai dit, des gens, mais récemment il y a eu des tags racistes à Paris qui appelaient au génocide des Kurdes sur un kebab kurde, quoi. Il y a eu aussi une association kurde qui a été vandalisée. Notamment ils ont pété la vitre je sais plus s'ils ils ont arrivé à rentrer par effraction ou pas, mais ça se fait quand même en plus dans une ambiance. C'est pas que la libre pensée et Monsieur Raphaël Lebroja qui est visé, quoi. C'est une politique de général, voilà, de l'État turc d'attaquer, avec l'État français qui aujourd'hui réagit très mollement, hein, si on peut pas voir la campagne, voilà. L'article du Progrès, pour moi, était scandaleux. Parce que le premier article du Progrès, pour moi, était scandaleux. Parce que, en gros,